Hello et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la précédente où je vous annonçais que je partais en retraite Vipassana. Je vous fais le post Vipassana où j'ai tenu seulement 3 jours au lieu de 7 initialement. Ce n'est pas à cause des heures de méditation ni à cause des heures de sommeil réduites ou encore des 2 uniques repas par jour. Ça finalement ça a été, c'est tout autre chose et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vous fais juste un petit rappel sur ce qu'est une Vipassana rapidement. Une retraite Vipassana, en général on conseille de faire à peu près 10 jours, en général minimum, de retraite où vous allez méditer chaque jour pendant 8 heures en général. Et vous allez être sur un rythme différent de ce que vous avez l'habitude dans votre quotidien, bien entendu, avec moins de repas, avec un peu moins de sommeil. Vous allez vous lever très tôt, en général aux alentours de 4 heures, 4h30, ça dépend des endroits où vous allez le faire. Et vous pouvez faire cette retraite partout dans le monde via un site qui s'appelle dhamma.org je crois, donc je vais vous le mettre en description si vous voulez regarder. En général il faut s'y prendre assez à l'avance, ça dépend des endroits. Là en Thaïlande les temples pouvaient accueillir facilement et rapidement, ils avaient des structures pour ça. Et vous faites en fait une pause de la vie, tout simplement entre guillemets, parce que vous n'avez pas de distraction, vous n'avez pas les téléphones, vous n'avez pas en général droit à des livres, ni à des carnets même pour écrire. Vous êtes vraiment avec vous-même et vous faites face à l'ennui, le vrai. Je ne sais pas si vous le connaissez, le vrai ennui, mais c'est vraiment celui où vous regardez le plafond et vous êtes seul avec vous-même. Et moi je sais par exemple que des fois ça m'arrive d'être distraite, donc je vais couper par exemple les réseaux sociaux parce que c'est un pôle qui me prend beaucoup d'énergie et je peux vite tomber sur un réseau social sans forcément chercher à faire ça à la base sur mon téléphone et me voilà en train de scroller pendant 1 heure sur Instagram. Donc je désinstalle Instagram, je me retrouve sur Facebook, donc je désinstalle Facebook, je me retrouve sur YouTube, je désinstalle YouTube, je me retrouve sur des jeux que j'ai téléchargés, je désinstalle et il y a toujours quelque chose en fait pour s'occuper l'esprit. Et là, dans la retraite, on se retrouve vraiment face à soi-même, avec soi-même et on n'a pas d'autre choix que de faire pause. Et il y en a pour qui ça fait vraiment du bien, surtout ceux qui peuvent se sentir perdus dans leur vie, en burn-out, débordés, qui savent plus très bien quelle direction prendre. En général, faire les retraites, ça peut être très inconfortable, mais aussi très bénéfique et parfois vous changez une vie. Alors maintenant, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai effectué ma Vipassana au temple Wat. Donc, Wat en thaïlandais, c'est temple. Wat Chom Thang. Sûrement que je le prononce mal. C'est à 1h15 de route de Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande. Et ils ont souvent des disponibilités. Vous pouvez même venir un peu comme vous voulez et ils vous prennent en charge. Donc il y a 2 dortoirs, un pour les femmes, un pour les hommes. Et quand vous arrivez, vous allez vous rendre au bureau international. Je mets des guillemets parce que le moine qui était là était un jeune moine très sympa, très souriant et tout, mais parlait pas anglais. Donc j'essaye de pas faire ma touriste européenne qui dit ah mais c'est incroyable il parle pas anglais, parce que c'est moi qui suis dans un pays étranger et je m'adapte. Donc on utilisait Google Translate. Mais c'est vrai que quand on part déjà faire ce genre de retraite, qu'on n'a pas l'habitude de méditer et qu'on n'a pas l'habitude de partir seul, qu'on n'a pas l'habitude de couper de son téléphone pendant autant de temps, ça peut être déstabilisant de pas pouvoir se faire comprendre déjà. Donc je m'attendais à rien dans le sens des résultats, des bénéfices qu'allait m'apporter cette retraite par rapport à moi, mais je pense que j'avais quand même un peu d'attente sur la prise en charge. Je me suis dit qu'il allait y avoir un peu plus de structure d'organisation et que j'allais être guidée tout au long du parcours. C'était pas forcément le cas, donc quand je suis arrivée, on m'a fait prendre ma chambre, donc je suis allée chercher mon matelas et tout ça. C'est un matelas très fin, très dur, c'est vraiment très rudimentaire. Le logement était vraiment très roots. Mais ça, je m'y attendais un petit peu. Enfin pas à ce point là quand même, je vous expliquerai après. Ça a fait partie du fait que je me suis pas sentie bien dans le lieu aussi. Dès le départ en fait, je me suis sentie pas très bien au niveau énergie, au niveau du lieu. Je vais quand même laisser attendre et puis on m'a dit de revenir à 4 heures je crois pour faire une cérémonie d'ouverture. Donc vous avez une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de fermeture. Donc on me donne deux pages plastifiées recto verso avec plein de textes, plusieurs sections qui suivent un protocole en fait de cérémonie. Et là j'ai une moine femme, donc oui les moines femmes existent si vous vous posiez la question, parce que moi je me suis posé la question et j'ai demandé quand j'ai fait mon introduction au bouddhisme sur Chiang Mai si des femmes moines existaient. Ça existe, elles ont en plus beaucoup plus de règles à respecter que les moines hommes, donc voilà, encore de l'inégalité. et voilà, elles sont en général ils sont séparés au niveau des habitations.
Donc une moine femme vient me prendre en charge entre guillemets, me faire réciter, je sais pas qui elle se présente pas, elle me fait réciter les textes qui sont en pali, donc c'est la langue, je crois, si je dis pas de bêtises, j'espère birmane, dans le bouddhisme. Et donc elle m'apprend à prononcer entre guillemets tous ces lettres que je comprends pas. Et après, on s'en va pour faire la cérémonie dans un temple où on a un teacher, donc un enseignant, un moine bouddhiste. Et on me donne un pot avec une fleur, je sais pas quoi en faire. Personne ne m'explique rien. Je suis en plus toute seule en tant qu'étrangère, entre guillemets, en tant que touriste. Je suis qu'avec des Thaïlandaises. Donc je comprends rien à ce qu'elles disent, on m'explique pas forcément, juste je suis le troupeau. On arrive dans ce temple et là, le premier geste à faire en fait, c'est de se prosterner devant Bouddha et de se prosterner devant l'image d'un moine. Alors je sais pas si c'est lui qui a créé le temple, mais c'est possible. Et en tout cas qui a créé sans doute le programme de Vipassana dans ce lieu-là. Et ensuite on se place sur des petits tapis en attendant le moine qui va nous enseigner, mais en fait il va rien enseigner. Il y a une télé à côté avec celui qui a fondé la retraite Vipassana dans ce lieu qui explique les règles entre guillemets, les principes, les préceptes à suivre, etc. Et donc du coup quand le moine arrive, il faut se prosterner devant le Bouddha, devant lui. Moi je vous le dis, je déteste ça. Ça a vraiment pris à la gorge parce que je suis pas religieuse du tout. Et là j'ai trouvé que le protocole était assez religieux. Le fait de se prosterner, moi ça allait pas. Je l'ai fait bien sûr parce que je respecte le lieu où je suis et leurs croyances, mais ça a déjà bloqué à ce niveau là pour moi parce que j'ai trouvé qu'il y avait un aspect un petit peu trop religieux, voire dogmatique par certains moments, et c'est pas ma vision à moi du bouddhisme. Et d'ailleurs quand j'avais fait la journée d'introduction au bouddhisme à Chiang Mai, on m'avait expliqué que le moine nous avait transmis en tout cas que le bouddhisme n'était pas une religion, que c'était une philosophie de vie. Et moi j'étais d'accord avec ça, mais aussi il nous disait par exemple on n'est pas en train de se soumettre, on est juste en train de montrer notre respect, on fait pas des prières, ce sont des chants, des mantras. La ligne est fine entre ceux qui peuvent basculer sur une sorte d'adoration et de culte religieux et ceux qui le vivent vraiment comme une expérience de vie, une philosophie. Moi je suis plus du côté de ceux qui en font une philosophie de vie. Donc là, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça dans le temple. J'aurais dû m'y attendre en fait, parce que je suis dans un temple bouddhiste. Donc j'aurais pu imaginer qu'il allait avoir des protocoles un peu comme ça. Bon, ça a déjà un petit peu bloqué à ce niveau-là. Ensuite, on m'explique la moine, donc la cérémonie se termine. Il n'y a pas eu d'échange avec le moine. Il a juste en fait répété certaines lignes qu'il y avait sur nos feuilles. On devait se prosterner, on devait répéter, etc. Et ensuite, la moine bouddhiste, elle m'amène dans une salle et elle me montre comment méditer. Parce qu'il y a toute une façon de méditer que je pourrais vous faire dans une autre vidéo si vous souhaitez, pour vous montrer un petit peu le protocole pour que vous puissiez faire chez vous. Ça peut être intéressant. Je trouvais que c'était pas mal. Donc, il y a un début de méditation qui se passe à se prosterner. Et ensuite, une méditation en marchant, 15 minutes. Et ensuite, une méditation assise, 15 minutes. Le tout est à répéter au moins 2 fois, donc en gros ça dure 1h05 ce protocole là, en sachant qu'il faut méditer 6 à 8 heures par jour, donc il faudra le répéter plusieurs fois. Après libre à vous si vous voulez pas faire le protocole de juste vous asseoir et de méditer. Là je trouve que c'est pas mal au niveau des douleurs aussi, ça permet de marcher un peu, de s'asseoir, parce qu'on peut vite avoir le dos qui nous prend quand on est assis pendant 1 heure et tout ça. Pour l'avoir déjà fait, je sais que ça peut être fatigant physiquement. Là ça permet d'avoir un peu des alternatives. Et il y a ce processus de étiquetage mental où on va répéter plusieurs fois les choses, chaque mouvement qu'on va faire, dès qu'on a une pensée, on va l'étiqueter. Et c'est tout des choses comme ça qui permettent d'être bien ancré dans sa méditation. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo à part si vous le voulez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça pourrait être pertinent pour vous et intéressant. Et ensuite, donc comment ça se passe? On se lève à 4h, de 4h à 4h30, c'est un réveil en douceur et en mindfulness, donc en pleine présence. Ensuite, on médite, à 6h, on a le premier repas. Le repas était correct, c'était que du salé, il n'y avait pas de sucré, et c'était bon. Il y avait une option végétarienne et une option normale. Voilà, et on en a un autre à 11h de repas. Et puis tout le long, tout le reste de la journée, bah, c'est méditation, 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 étant avec soi-même. Donc on peut pas parler avec les autres, on est dans un peu de silence. Il n'y a pas de distraction, on peut pas lire, on peut pas écrire. Donc
quand on n'a pas l'habitude d'être seul et quand on n'a pas l'habitude d'être avec soi-même, ça peut ne pas être facile, ça peut être très inconfortable, mais ça peut aussi être très révélateur et libérateur. Donc ça c'est pour la partie organisation de la journée. Après moi je vous avoue qu'on était tous habillés de la même façon, donc en général en blanc, nous c'était un violet clair, je pense que le linge avait des teints, on était tous dans ce violet clair, les femmes ont une écharpe en plus, je pense pour cacher la poitrine, et je nous voyais en fait le matin aller au réfectoire en mode un peu tous zombies, personne se parle, et moi j'avais l'image du film avec Jim Carrey de Truman Show où je me suis dit mais où est-ce que j'ai débarquer, pourquoi est-ce que je suis là? Je me suis vraiment demandé ça, et donc c'était pas facile. Et ensuite dans la chambre, on pouvait aussi méditer dans sa chambre, il y avait plusieurs salles ou des endroits dans des temples disponibles pour méditer. Il y a vite eu des cafards dans la salle de bain, des petits lézards qui rentrent aussi, bon c'est un peu en communion avec la nature, mais là moi les cafards ça a été du mal aussi parce que non, je voulais pas en fait m'imposer ça, c'était trop dur, et je me suis dit ça va être compliqué. Donc déjà le premier jour j'avais déjà envie de partir, et je me suis dit je suis impatiente, j'en ai conscience, donc attends le deuxième jour, où est-ce qu'il se passe? Et à la fin du deuxième jour, je me suis dit non, je pars, je me sens pas bien ici. Et en fait, si vous voulez, c'est plus mon ego qui m'aurait fait rester pour prouver aux autres que j'étais capable d'aller jusqu'à la fin. Donc j'ai quand même eu ce travail sur moi-même de je suis imparfaite, je lâche prise, j'arrête de m'accrocher et j'observe que je me sens pas bien et que j'ai le droit de partir. Et en fait j'étais tellement attachée à ce qu'allaient penser les autres parce que j'avais annoncé sur les réseaux que je faisais une retraite Vipassana. J'ai eu beaucoup de messages suite à mon annonce de moi aussi c'est mon rêve d'en faire une, tu nous raconteras, bonne retraite Lolita, j'espère que ça va bien se passer, trop hâte que tu nous dises qui c'est. Et en fait c'est très gentil ces messages, mais ça met une pression pour moi de il faut faire les choses bien, il faut revenir avec quelque chose, il faut raconter aux gens. Et je me suis dit là je vais leur raconter qu'en fait au bout de 3 jours je suis partie. Donc j'ai dû faire travailler ça sur moi. Et puis il y a quand même eu des belles leçons que j'ai intégrées pendant cette retraite où je me suis dit mais pourquoi je m'impose ça? Parce qu'en fait finalement ma vie a une philosophie un peu vipassana dans le sens où j'intègre des moments de vide dans mon agenda souvent. J'ai l'habitude d'être seule, j'ai l'habitude d'être aussi parfois dans l'ennui, pas autant que dans les retraites vipassana, mais j'ai pas de problème forcément avec l'ennui. Et je me dis, je suis pas quelqu'un de stressé, j'ai pas forcément besoin de faire une pause sur ma vie. En fait, ma vie est bien. Je la vis d'une manière qui me permet de pas être trop stressée, et quand je vois que je rentre trop dans des cycles, je sais revenir en arrière, refaire pause et tout ça. Donc je me suis dit mais pourquoi je m'impose ça en fait? Mais c'était un petit rêve de faire la retraite Vipassana et je suis contente d'y être allée. Ça reste un petit échec, même si j'en ai tiré des leçons, et je pense que j'en referai une un jour, mais dans un autre endroit, parce que je sais qu'il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus encadré, plus confortable. Je dois m'avouer aussi que j'ai besoin d'un peu plus de confort et que j'aimerais bien la faire dans d'autres conditions. Donc on verra quand ça se fera dans ma vie, dans celle-ci ou dans une autre, mais en tout cas je lâche pas de vue cet objectif d'en refaire une. Mais globalement c'est vraiment ça qui m'a empêché de rester, enfin qui est venu me travailler sur ma valeur de liberté. C'était le fait de devoir suivre des protocoles religieux, et ça vraiment c'est pas passé, et le fait de juste énergétiquement ne pas me sentir bien dans ce lieu-là, et d'accepter en fait que j'allais pas aller au bout de l'aventure. Et puis le troisième jour je suis partie, donc j'ai annoncé le deuxième jour au bureau que je voulais partir, donc ils étaient un peu étonnés forcément. Et c'est eux qui ont notre passeport dès qu'on rentre, donc on le récupère via le bureau, et en fait il y avait la cérémonie de clôture à faire, donc je pouvais partir que le lendemain. Si vous voulez, vous pouvez pas dire je m'en vais et vous partez, ça se passe pas comme ça. Donc j'ai dû attendre le lendemain. Je peux vous dire que à l'ouverture du bureau j'étais devant et je voulais récupérer mon passeport et partir, et j'ai chopé un bus pour rentrer à Chiang Mai. Et en plus trop chouette parce qu'il y a une Thaïlandaise qui était là, qui venait de terminer sa retraite Vipassana sur 9 jours, qui venait là tous les ans pour faire une sorte de reset, et qui parlait très bien anglais parce qu'elle avait fait des études aux États-Unis. On a parlé pendant 1h15 du trajet, on a philosophé. Elle a été très en demande de ma vision de la vie, de ma philosophie, et c'était quelqu'un qui était très stressé dans sa vie, qui était carriériste, qui courait après l'argent et qui finalement prenait pas soin d'elle et tout ça. Elle en avait conscience, et elle avait besoin à chaque fois de faire cette retraite pour remettre en gros les pendules à l'heure, faire un reset.
retraite et on a bien philosophé sur le sujet. Ma petite casquette de coach parfois reprenait le dessus, c'est tellement naturel que voilà, mais c'était vraiment très intéressant et enrichissant cet échange autant pour elle que pour moi, donc ça c'était cool et je l'aurais pas rencontré si j'étais restée à la retraite Vipassana. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions sur cette retraite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai ouvertement, de façon transparente, avec plaisir. Mais moi globalement c'est ça qui m'a... Voilà pourquoi j'ai pas tenu 3 jours, parce que je ne me sentais pas bien et qu'il y avait un aspect un petit peu trop religieux pour moi, ce qui n'est pas ma vision du bouddhisme. Mais voilà, c'est une aventure à tester et je ne regrette absolument pas. Aujourd'hui je suis au Vietnam, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça et en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt.